Vous sentez-vous parfois confus comme si votre cerveau était embrumé? Vous avez du mal à vous concentrer, à trouver vos mots, à enchaîner vos idées. Vous savez que vous avez raison. Vous sentez l'injustice en face de vous. Mais sur le moment, les mots ne viennent pas. Vous ne trouvez pas la répartie. La lucidité s'envole. Et vous vous retrouvez sidéré, incapable de vous défendre ou de défendre votre point de vue. Vous sentez une sorte de brouillard mental, comme si votre cerveau tournait au ralenti. C'est peut-être une conséquence normale d'avoir côtoyé des manipulateurs narcissiques. Je suis Fatem Zahra Alami, témoin de ces territoires troubles où la relation sans prévenir se change en labyrinthe de pouvoir, et je viens aujourd'hui libérer la parole là où elle bloque, pour décortiquer un phénomène méconnu, l'impact de la manipulation narcissique sur notre cerveau et notre capacité à penser. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre tous vos moyens face à une remarque déplacée, de ne pas trouver vos mots alors que vous étiez pourtant en droit de répondre, si cette sensation de vide et de confusion vous est familière, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. C'est un phénomène neuropsychologique appelé la sidération cognitive, un mécanisme de protection qui, à force d'être surexploité par la manipulation, finit par se retourner contre nous et nous laisser désarmés. C'est une réponse neurobiologique de survie face à l'incohérence et à l'agression masquée. Ce phénomène se manifeste par le fait de rester tétanisé, non pas de peur, mais de confusion. C'est un état de paralysie psychique et physique qui intervient quand notre cerveau, confronté à une charge émotionnelle, stressante ou trop forte, se déconnecte pour se protéger. Il bascule sur un mode de survie primitive. Résultat, une incapacité totale à penser clairement, à analyser la situation ou à réagir de façon adaptée, même quand on sait intérieurement qu'il faudrait se défendre. C'est un bug neurologique. Cette sidération cognitive peut survenir même dans des situations anodines de vie quotidienne, parce que votre cerveau n'a pas besoin d'une grosse explosion pour se bloquer. Il suffit d'une étincelle qui rallume le souvenir d'une brûlure passée, une remarque déplacée d'un collègue, une critique injuste d'un proche, un temps légèrement méprisant et ce mécanisme de blocage peut être déclenché. Il est normalement provoqué par un événement intense, comme un choc émotionnel, un trauma, une agression verbale violente. Mais il s'installe aussi par l'accumulation de micro-agressions et par un stress chronique, notamment après avoir été longtemps dans une relation manipulatoire toxique. Parce que la sidération la plus pernicieuse est celle qui s'installe dans la durée et qui finit par se déclencher dans des situations de vie banales face à des comportements simplement injustes ou méchants, même de la part de personnes qui ne sont pas forcément narcissiques. Chez une personne conditionnée par la manipulation, cette micro-agression anodine active tout le circuit de la peur et de l'impuissance apprise. Le cerveau surréagit en croyant se protéger d'un danger bien plus grave. Il ne répond plus à la situation présente, mais à toutes les situations passées similaires où la défense a échoué. La sidération cognitive, dans ce contexte, est une réponse post-traumatique qui se manifeste dans des situations normales anodines. Ce n'est pas la situation qui est traumatique en soi, c'est votre système nerveux qui est resté branché sur l'alerte maximale, prêt à se figer au moindre signe qui rappelle l'ancien danger. Dans cet épisode, nous allons explorer comment l'emprise manipulatoire pirate littéralement vos fonctions cérébrales, la mémoire, la concentration, la capacité à prendre de bonnes décisions et surtout comment en guérir pour retrouver votre voix et votre clarté. Comprenons maintenant comment se fait ce piratage cérébral et pourquoi le cerveau disjoncte. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur très performant. Face à une attaque logique, il analyse et contre-argumente. Mais face à un manipulateur, ce n'est pas une attaque logique.
c'est un virus émotionnel, parce que la manipulation narcissique injecte une double contrainte permanente. Je t'aime, mais tu n'es rien. Un sourire qui cache un mépris, une critique déguisée en conseil bienveillant. Ce conflit entre le verbal et le non-verbal, entre le message apparent et l'intention cachée, crée une surcharge cognitive. Le cortex préfrontal, siège de la logique et du raisonnement, est submergé par le signal d'alarme envoyé par l'amygdale, le centre de la peur. C'est le blue screen, ou vide mental, le brouillard. Le système nerveux, lui, passe en mode survie, combat, fuite ou figement. Et comme dans une dynamique avec un manipulateur narcissique, les réponses combat, se défendre et fuite sont souvent combattues violemment, il ne reste plus que la réponse figement, mais qui est intenable sur le long terme. Alors le cerveau apprend que la seule stratégie pour survivre émotionnellement ou physiquement est de se soumettre et de chercher à apaiser la source du danger. C'est une nouvelle réponse de survie appelée en anglais fawn ou apaisement. La réponse fawn est souvent une stratégie apprise pour éviter de basculer dans le figement, c'est-à-dire dans la sidération, ou pour éviter de combattre et déclencher une agression. Ce mode de survie apaisement ou fawn consomme énormément d'énergie cognitive parce que toute l'attention est dirigée vers l'autre. Analyser son humeur et ses incohérences, anticiper ses réactions et modifier son propre comportement. Son impact sur les fonctions cognitives est qu'il ne reste plus de ressources mentales pour penser à soi, pour exprimer ses propres opinions ou pour se défendre. C'est une forme de sidération active et orientée vers l'autre. Ce n'est pas un choix, c'est une réaction biologique. Donc la sidération est une réponse neurobiologique de survie et le cerveau est en mode alerte permanente. Face à un comportement agressif, manipulateur ou incohérent, le cerveau est littéralement sidéré, stupéfait par l'écart entre ce qui est socialement acceptable et ce qui se produit. En résumé, ça commence par un conflit cognitif. Votre cerveau reçoit deux messages contradictoires. La personne vous sourit, mais ses paroles sont blessantes. Elle prétend vous aimer, mais ses actes vous nuisent. Cette dissonance crée une surcharge cognitive. Alors, le cortex préfrontal est surchargé. La partie logique de votre cerveau, siège de la concentration, de la prise de décision et du langage, est épuisée par la charge mentale constante, analyse, vigilance. Ensuite, l'amygdale, centre de la peur et des émotions, devient alors hyperactive. Elle prend le relais. La peur des conflits, des critiques, des reproches maintient le cerveau en état d'alerte permanente et déclenche une réponse de survie, combat, fuite, sidération ou apaisement, ce qui inhibe littéralement les fonctions cognitives comme la capacité à bien réfléchir, à comprendre et analyser quand on se sent en danger. La sidération est cette réponse freeze, c'est le figement. Le système nerveux est submergé et la paralysie cognitive s'installe. Les symptômes que vous reconnaîtrez sont le brouillard mental, une incapacité soudaine à formuler une pensée claire, difficulté à se concentrer, pensée lente, oubli, un blanc mental, comme si toutes vos idées s'étaient évaporées. Puis la perte de fluidité verbale, vous cherchez vos mots, difficulté à construire des phrases complexes, impression d'être moins intelligent. Et la sensation d'être hors de son corps pendant l'échange. Il s'ensuit une indécision chronique, une méfiance envers son propre jugement, difficulté à prendre des décisions même simples, la rumination mentale après l'échange, des doutes massifs, ai-je bien entendu, n'ai-je pas trop réagi, peut-être que c'est de ma faute, pensée en boucle, impossibilité de déconnecter. Et voici maintenant comment la manipulation s'attaque à notre esprit. Il est crucial de comprendre que cette sidération n'est pas un accident. C'est souvent le résultat recherché par le manipulateur, consciemment ou non.
Le bombardement d'informations, il noie la cible sous un flot de paroles, de reproches ou de contradictions pour saturer sa capacité de traitement de l'information. Le gaslighting, en niant la réalité, je n'ai jamais dit ça, tu exagères, il crée un doute si profond qu'il corrode le fondement même de votre défense, la confiance en votre propre perception. Sans cette confiance, plus de repères, plus de clarté, votre cerveau est désarmé, ce qui crée une dissonance cognitive extrême qui brouille la pensée. Le langage flou et les sous-entendus. Le manipulateur attaque sans jamais être tout à fait explicite. Il empêche ainsi toute réplique claire. On ne peut pas se défendre contre une accusation qui n'a pas été formulée, seulement suggérée. Le but est de créer un état de dépendance cognitive, la victime, ne faisant plus confiance à son propre jugement ou perdue dans sa confusion, incapable de se défendre, se tourne vers le manipulateur pour interpréter la réalité. C'est la prison mentale absolue. C'est pourquoi il vous est impossible de nommer ce qui se passe au cours de l'échange. C'est le blocage de la métacommunication, c'est-à-dire impossible de parler de la façon dont le manipulateur communique pour que vous puissiez poser des limites. Cela devient pour votre cerveau un luxe qui ne peut plus s'offrir, parce que votre énergie était accaparée par la tâche épuisante de maintenir votre propre sens de la réalité face au gaslighting. Il n'y avait plus de ressources cognitives disponibles pour l'état supérieur qu'est la métacommunication. Il y a aussi la peur de l'escalade. Nommer ce qui se passe même dans une question simple comme « Qu'attends-tu de moi exactement » ou « Essaies-tu de me faire peur ou de me manipuler ?» c'est perçu comme un danger face au manipulateur et instinctivement vous évitez cette escalade pour protéger votre intégrité psychique et physique. La paix à tout prix, même factice, vous semble préférable au conflit ouvert. Pendant votre échange avec le manipulateur, vous tombez dans le piège de la réaction. Vous êtes piégé dans le cycle stimulus-réaction. Son accusation, votre défense. Sa colère, votre tentative d'apaisement. La répartie et la lucidité nécessitent de sortir de ce cycle pour observer la dynamique de loin. Mais quand on est dans la dynamique, c'est comme demander à un poisson d'analyser l'eau. Votre cerveau était en mode crise, pas en mode dialogue. Vous étiez dans le rôle du pompier qui éteint un incendie, pas de l'architecte qui discute les plans. Le pompier n'a pas le luxe de la répartie. Il agit sous l'adrénaline pour empêcher l'explosion. Votre esprit si vif ailleurs est trop occupé à éteindre des incendies pour voir qui apporte l'essence. La capacité à se défendre face à un comportement méchant est une compétence qu'il est difficile de développer en contact étroit avec les manipulateurs. Parce que dans le champ de bataille émotionnel de la relation narcissique, c'est une autre partie de notre cerveau qui prend le relais, une partie bien plus primitive qui réagit au lieu de réfléchir. Voici maintenant l'impact sournois sur le cerveau au-delà de l'estime de soi. L'épuisement des ressources attentionnelles n'a rien à voir avec l'estime de soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est une chose, mais cela ne protège pas votre cortex préfrontal, le siège de la concentration et de la prise de décision, d'être siphonné par cette gestion de crise permanente. Résultat, brouillard mental, difficulté à se concentrer sur autre chose, impression de ne plus être aussi vif qu'auparavant. Il y a aussi l'effet cumulatif. On croit tenir le coup jour après jour, mais c'est l'effet cumulatif de cette vigilance, de cette charge cognitive, de cette compression des émotions qui finit par mener à l'effondrement. La santé, l'énergie, la joie de vivre y passent. On ne doute pas de sa valeur, mais on n'a plus la force de la défendre. Comment s'en sortir? Cet état est heureusement réversible. Voici des stratégies pour se protéger et retrouver sa clarté mentale. Les stratégies immédiates en situation de manipulation, reconnaître l'attaque. La première étape est d'identifier la sensation de sidération quand elle se produit. Reconnaître tout de suite que c'est une technique de manipulation et que mon cerveau est en train de surchauffer à cause de son comportement, pas à cause de moi.
Gagnez du temps, ne vous forcez pas à répondre, utilisez des phrases tampons pour briser le rythme. C'est intéressant, j'ai besoin de réfléchir à ce que tu viens de dire. Peux-tu préciser ce que tu attends au juste de moi? Je veux être sûre de bien comprendre. On reprendra cette conversation plus tard dans de meilleures conditions, etc. Des phrases qui ne vous engagent en rien et qui vous donnent le temps de réfléchir et de ne pas réagir tout de suite. Technique d'ancrage. Reconnectez-vous au présent. Sentez vos pieds bien ancrés au sol. Portez votre attention sur votre respiration pendant quelques secondes. Notez mentalement 3 choses que vous voyez autour de vous. Cela aide à recalibrer le système nerveux. Les stratégies à moyen et à long terme, c'est l'écriture comme antidote. Après un échange difficile, notez factuellement ce qui a été dit et fait sans interprétation, juste les faits. Cela constitue une preuve contre le gaslighting et rééduque votre confiance en votre mémoire. Anticipez et préparez. Si vous devez revoir la personne, anticipez ces techniques et préparez des réponses simples, calmes et factuelles. Cela diminue l'effet de surprise. Rééduquez votre système nerveux. Des exercices pour vous calmer ou une thérapie peuvent vous aider à abaisser votre niveau de stress de base et d'être moins réactif face aux déclencheurs. Accordez-vous des moments de repos mental. Acceptez de ne pas être au top de vos capacités, c'est normal et provisoire. Faites des activités apaisantes, marche, méditation de pleine conscience, activités manuelles simples pour calmer le système nerveux. Le fait de ne pas avoir la répartie sur le moment n'est pas un manque d'intelligence ou de compétence. C'est la preuve que toutes vos ressources sont mobilisées pour une mission prioritaire, survivre émotionnellement à l'interaction. Vous étiez en mode gestion de crise, pas en mode conversation. Cette sidération n'est pas une faiblesse, mais la preuve que votre cerveau fonctionne normalement face à un comportement qui ne l'est pas. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre le pouvoir. C'est passer de la question « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à l'observation « voilà la technique qu'il ou elle est en train d'utiliser ». Reprendre le contrôle de vos fonctions cognitives, c'est vous réapproprier votre réalité, votre territoire mental et finalement votre liberté. Pendant votre relation à un manipulateur narcissique, votre esprit devient un paysage sous un bombardement constant. Après avoir quitté cette relation, les bombes s'arrêtent, la poussière retombe peu à peu et vous pouvez de nouveau voir l'horizon. La clarté d'esprit revient petit à petit, marquant un pendant et un après cette relation, ce qui est assez révélateur de l'impact de la manipulation sur vos fonctions cognitives. Ce retour de la clarté mentale, de la fluidité dans l'expression, de la cohérence dans vos idées est l'un des signes les plus tangibles et les plus gratifiants que vous êtes en train de guérir après avoir quitté la relation toxique. Vous n'aviez pas perdu votre intelligence ni votre éloquence. Vous étiez simplement un processeur surchargé par un virus. Vivre avec un manipulateur, c'est comme devoir faire fonctionner un logiciel antivirus en permanence en arrière-plan de votre esprit. Une partie de vos ressources cérébrales était constamment mobilisée pour analyser les sous-textes, anticiper les crises, décrypter les messages, se souvenir des preuves pour contrer le gaslighting. Cette charge mentale excessive épuise les ressources nécessaires à la pensée claire, à la concentration et à la créativité. Quand on vous fait sans cesse croire que vos interprétations sont fausses, vous commencez à vous méfier de votre propre processus de pensée. Vous hésitez, vous ruminez, vous perdez la fluidité de l'expression parce que vous surveillez et censurez vos propres pensées avant même qu'elles ne soient formulées. Après la relation toxique, le virus est éradiqué. Les fonctions cognitives reviennent progressivement, l'amygdale se calme, le cortex préfrontal retrouve ses ressources et vous pouvez enfin sentir la puissance de votre propre esprit libéré, retrouvant toute sa capacité et son agilité. Ce retour de la clarté est la preuve physique
que vous guérissez. Votre cerveau se désintoxique. C'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie, celle qui mène loin du brouillard, vers la lumière de votre propre pensée claire. C'est la reconquête de votre sentiment de réalité. Vous n'avez plus à justifier ou à défendre constamment votre perception. Votre réalité n'est plus contestée. Cela permet à votre esprit de se reposer et de faire confiance à nouveau à ses propres processus. Les idées retrouvent leur linéarité et leur clarté, parce qu'elles ne sont plus sans cesse remises en question de l'extérieur, parce que le manipulateur sabotait tout le temps votre cohérence, comme lui-même vit dans l'incohérence, double contrainte, contradiction, déni de la réalité. Pour tenter de maintenir un lien avec lui ou elle, votre esprit était forcé de naviguer dans ce chaos. Il devait constamment essayer de trouver une logique là où il n'y en avait pas, de concilier l'inconciliable. C'est comme essayer d'assembler un puzzle dont les pièces changent constamment de forme. Cette gymnastique intellectuelle épuisante mène droit au brouillard. Ce n'est qu'après la coupure que l'esprit retrouve l'espace nécessaire pour analyser les phrases parfaites, les réparties lucides. Elles viennent après, quand le système nerveux n'est plus en alerte rouge. C'est le signe que vous n'êtes plus dans la réaction mais dans la réflexion, que vous avez retrouvé votre pouvoir, non pas de contre-attaquer, mais de comprendre, d'analyser et de répondre logiquement. Chaque prise de conscience, si petite soit-elle, est une lampe que vous allumez sur le chemin de votre propre retour à vous-même, un chemin qui mène à la terre ferme, après avoir longtemps marché sur les sables mouvants de la manipulation. Prenez soin de vous.